Bonjour. Dans cette vidéo, on considère le problème de la synthèse et de l'implémentation de circuits arithmétiques sur FPGA. Voici les sujets couverts par cette vidéo. Tout d'abord, on va regarder les ressources de calcul d'une tranche de type L. Ensuite, on va regarder comment implémenter sur cette tranche l'addition, la soustraction, la valeur absolue et la multiplication par une constante. Ensuite, on va regarder le bloc DSP48E disponible sur notre FPGA et on va s'en servir pour implémenter la multiplication et la multiplication-accumulation. On va finir avec le décalage et le modulo. Tout d'abord, voici un rappel, la tranche de type L d'un FPGA de la famille Virtex 5 de Xilinx. La tranche comprend 4 tables de correspondance, 4 éléments en mémoire, des multiplexeurs pour router les signaux et des portes logiques pour faire l'addition rapide. On se pose la question, comment faire pour implémenter des fonctions arithmétiques avec cette ressource de calcul? On va commencer tout d'abord par l'additionneur. Donc, la configuration d'additionneur la plus simple est l'additionneur à retenue propagée, en anglais Ripple Carry Adder. Le module de base est un compresseur 3-2 qui prend en entrée 3 bits et qui encode leur somme sur 2 bits. Donc, le module est montré ici. On voit ces deux entrées XY et sa troisième entrée CIN. La table de vérité en bas montre le comportement du circuit, on l'a déjà vu. Et on a ici un diagramme de porte logique qui montre aussi son comportement. Le diagramme correspond à la table de vérité. Donc, ce qui est intéressant, c'est de prendre une cascade de compresseurs 3-2 afin de réaliser une addition à plusieurs bits. Donc, en bas ici sur la diapositive, on a l'exemple d'additionner 9 plus 3. On peut voir qu'au début, les deux premiers bits sont 1 plus 1 qui donne un 0 avec une retenue de 1. Ensuite, on a la retenue plus 0 plus 1 qui donne un 0 avec une autre retenue de 1. 1 plus 0 donne 1 et 0 plus 1 plus 0 donne 1 avec pas de retenue à la sortie. Donc, on a la somme correcte de 12. Si on prend le compresseur 3-2 pour réaliser cette addition-là, eh bien, supposons que 9 soit la valeur de A, alors on aurait ici le 1, 0, 0 et 1. Et la valeur de 3 pour l'entrée B, j'aurais 0, 0, 1 et 1. Et une retenue initiale de 0. Le compresseur 3-2, le premier, produirait correctement ici une sortie de 0 avec une retenue de 1. On aurait la même chose ici, encore un 0 avec une sortie de 1. Ici, on a un 1 pour la somme et pas de retenue. Et ensuite, 0 plus 1, donc encore une fois un 1 ici pour la somme et pas de retenue. Donc voici comment faire un additionneur. On pourrait en faire un à 64 bits si on voulait. La question qui se pose, c'est comment porter cette structure-là sur notre tranche de type L. Tout d'abord, on doit considérer la structure de calcul spéciale disponible dans la tranche. Elle inclut le générateur de fonctions, qui est une des tables de conversion, un multiplexeur spécial qui s'appelle MUX-CY et une porte ou exclusif spéciale qui s'appelle XOR-CY. Donc, si on reformule les équations du compresseur 3 à 2 et puis qu'on place, par exemple, ici, la variable T1 à la sortie de la première porte ou exclusif, et on place cette valeur T1 dans la table de vérité, alors on peut ensuite se servir de T1 comme une entrée de contrôle pour le multiplexeur ici MUX-CY. Alors, si T1 est égal à 1, à ce moment-là, la sortie CA sera égale à l'entrée CIN. C'est ce qui est montré ici par cette partie de l'équation. Si T1 par contre est égal à 0, à ce moment-là, on propage la valeur de Y comme sortie CA. La valeur de S, elle, ne change pas de ce qu'on avait avant, c'est-à-dire T1 ou exclusif CIN. On peut vérifier par la table de vérité que l'implémentation de cette équation-là correspond exactement à ce qu'on avait avant. On va voir maintenant comment implémenter l'addition sur la tranche de type L. Je vais reprendre le même exemple que tantôt, c'est-à-dire qu'on faisait 9 plus 3. Donc, je vais placer la valeur de 9 sur les entrées 6 des tables de conversion et la valeur de 3 sur les entrées 1. 0, 0, 1 et 1. On doit aussi placer la valeur de B, 3 dans ce cas-ci, aux entrées X de chacune des tables. Donc 0, 0, 1 et 1 ici. La valeur de la retenue d'entrée CIN était égale à 0. Regardons maintenant comment les signaux se propagent. Pour la première table de conversion, on implémente un ou exclusif, comme ça, et on amène l'entrée ici sur la sortie 6.
cette valeur vient contrôler le multiplexeur qui est ici. Elle vient aussi se placer à l'entrée de la porte ou exclusif qui est là. La valeur de la retenue, qui est 0, mais quand même on la route, ici s'en vient à la deuxième entrée du multiplexeur et aussi à l'entrée de la porte ou exclusif. La sortie de la porte ou exclusif peut ensuite être envoyée ici, par exemple, directement à la sortie de la tranche. Et la retenue qui est générée, Cout, elle va ensuite monter vers le prochain étage pour alimenter celui-ci. Le deuxième étage, A de 1 plus B de 1, on a encore la même chose, une porte ou exclusif, ici, sur l'entrée, la sortie 6, qui vient contrôler le deuxième multiplexeur et qui vient aussi comme deuxième entrée de la porte ou exclusif, la sortie de la porte ou exclusif qui correspond au bit S de 1 peut, elle, ici, être à la sortie. Donc ici, on aurait S de 1, ici, on avait S de 0, et la retenue vient alimenter le troisième étage, et ainsi de suite. Donc, le grand avantage de ce circuit, c'est que les connexions des retenues pour leur propagation sont très très rapides, sont à l'intérieur d'une même tranche et il y a des circuits spéciaux de tranche en tranche. Donc, alors que, en général, c'est la retenue qui ralentit un circuit d'addition, dans le cas des FPGA de Xilinx, la propagation des retenues est très rapide. Considérons maintenant le problème d'implémenter un additionneur soustracteur. Donc, je vous demande tout d'abord de vous rappeler qu'une porte ou exclusif peut être utilisée comme un inverseur à contrôle. Si j'ai une entrée BI ici avec une deuxième entrée qui est 0, la sortie de la porte ou exclusif est BI, il n'y a pas de changement. Si par contre je mets un 1 ici sur la deuxième entrée de la porte ou exclusif, la sortie c'est BI inversé. Donc, en connaissant ça maintenant, si on vient placer un 0 à cette entrée-ci, c'est comme si on plaçait un 0 à chacune des entrées de contrôle des portes ou exclusifs, et à ce moment-là, les signaux BI vont passer sans aucun changement. On viendrait aussi placer un 0 ici à l'entrée CIN du premier compresseur 3.2. Dans ce cas-ci, on a une addition. Si par contre, on vient placer un 1 ici à l'entrée de contrôle d'addition et de soustraction, à ce moment-ci, on vient placer un 1 à chacune des entrées de contrôle des portes ou exclusifs, ce qui fait qu'on aurait ici B3', B2', B1' et B0'. Les entrées A0 sont inchangées et ça nous amène aussi un 1 à l'entrée CIN. Donc ça correspond à additionner A avec le complément à 2 de B. Donc c'est l'équivalent de faire une soustraction. Je vais vous laisser en exercice l'implémentation de ce circuit sur une tranche de type L d'un FPGA de la famille Virtex 5. Un circuit pour implémenter la valeur absolue se sert de l'additionneur soustracteur. Supposons qu'on considère prendre la valeur absolue du nombre B, qui est composé de B3, B2, B1 et B0. À ce moment-là, on prend la valeur du bit le plus significatif, B3, et on la relie ici à l'entrée de contrôle. Donc, si c'est un 1, à ce moment-ci, on va amener un 1 ici à chacune des entrées de contrôle des ou exclusifs. Un 1, bien sûr, correspondrait à une valeur négative de B. Pour l'entrée A, on met des 0. Effectivement, on vient de placer ici la valeur inversée des bits de B. Et on vient placer un 1 ici en entrée. Donc, effectivement, on ajoute 1 à la valeur de B inversée, ce qui correspond à prendre à sa valeur absolue. Si par contre, B est un nombre positif, à ce moment-là, ici ce serait un 0 comme B3, on vient placer un 0, et finalement il ne se passera rien. On va faire l'addition de B avec 0. Donc on réussit à implémenter la valeur absolue avec un circuit semblable, mais simplifié à ce qu'on avait tantôt. Considérons maintenant le problème de la multiplication par une constante. On peut alors utiliser la technique de la décomposition en produits partiels, et ça peut grandement simplifier les calculs. Par exemple, supposons qu'on veuille multiplier une quantité A par le nombre 10, et ce nombre 10-là ne va pas changer.
Mais on sait que 10 est égal à 8 plus 2. Donc, c'est comme faire A fois 8 plus A fois 2. Et comme A fois 8, ça correspond à un décalage de 3 positions vers la gauche, et que A fois 2 correspond à un décalage de 1 position vers la gauche, bien, la multiplication correspond à faire 2 décalages avec une seule addition. Donc, effectivement, on n'a pas besoin de multiplication, on a simplement besoin d'une addition. On peut exploiter les produits partiels négatifs aussi pour avoir le plus faible coût possible. Par exemple, si on veut multiplier A par 15, bien, on sait que 15 est égal à 8 plus 4 plus 2 plus 1, ce qui devrait nous prendre 4 décalages et 3 additions. Une approche moins coûteuse, par contre, serait de faire 15 est égal à 16 moins 1. À ce moment-là, on ferait A décalé de 4 positions vers la gauche, qui correspond à A fois 16, et ensuite on soustrairait de cette valeur A lui-même. Donc, ça ne prendrait qu'une seule addition, ou en fait une soustraction dans ce cas-ci. Il existe des algorithmes pour trouver la représentation d'un nombre utilisant un minimum de chiffres signés, et donc de garantir qu'on prend le moins d'additions possible. Avant de continuer, on va regarder une vue d'ensemble du FPGA qu'on utilise au laboratoire. Les images sur la diapositive sont tirées d'un des outils de conception de la suite de Xilinx. L'image de gauche nous montre le FPGA dans son ensemble. On peut voir plusieurs éléments colorés. Tout d'abord, en bleu, on a les tranches de type L et de type M. En rosé, on a les blocs de mémoire. En vert, on a des tranches de calcul spéciales de type DSP48E. Et les autres éléments colorés, par exemple ici, sont les entrées et sorties. Si on prend le contenu du rectangle en rouge et qu'on l'agrandit, on obtient l'image de droite. On voit avec un peu plus de détail les blocs de mémoire, les blocs DSP48E, en bleu, les tranches de type L et de type M, et les entrées-sorties. On va répéter l'exercice, agrandir encore une fois l'image. Si on prend ce qui est dans le carré rouge et qu'on le met à droite, on obtient cette image-ci. On va faire encore une fois un gros plan pour se rendre éventuellement à l'image de droite. On voit bien ici la tranche de type L, avec ses 4 tables de conversion, ses 4 éléments en mémoire, les multiplexeurs pour router et les éléments logiques spéciaux pour la propagation des retenues. Ce qui nous intéresse présentement, ce sont les tranches de calcul DSP48E qui sont montrées en vert. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur et comment on peut s'en servir. On peut voir que notre FPGA en contient plusieurs et ce sera des ressources de calcul très utiles. Cette diapositive montre l'intérieur d'une tranche de calcul DSP48E. L'élément le plus intéressant à l'intérieur de la tranche est sans contredit le multiplieur de 25 par 18 bits. Ça signifie donc que quand en VHDL on écrit produit est égal à A fois B, le synthétiseur reconnaît la multiplication et utilise alors le multiplieur d'une des 48 tranches DSP48E disponibles sur notre FPGA. En plaçant le signal A ici, B ici, les signaux sont routés vers le multiplieur et la sortie est envoyée vers l'extérieur de la tranche. Les multiplications de très petits nombres n'utiliseraient pas ce type de tranche et par contre, pour des multiplications de très grands nombres, plus grands que 25 par 18, à ce moment-là, on combinerait plusieurs de ces tranches. La multiplication-accumulation est une opération qui est très fréquemment utilisée en traitement numérique des signaux. Elle permet de réaliser par exemple la convolution ou le produit scalaire de deux vecteurs. Le diagramme à droite de la diapositive montre le fonctionnement de cette opération. Donc, si on a deux opérands A et B qu'on multiplie ensemble et qu'on place dans un registre, on a un produit de 16 bits. Et puis, ce produit de 16 bits va être ajouté, ici à l'intérieur d'un additionneur, à une somme qui était déjà courante. Donc, à chaque coup d'horloge, on fait un produit et on ajoute la somme courante. Ça correspond au calcul qui est montré en bas à gauche de la diapositive. Donc, un produit ici, qu'on place dans une somme. Ensuite, on fait un deuxième produit qu'on ajoute à ce qui était déjà calculé. On fait un troisième produit qui est ajouté à ce qui était déjà calculé, et ainsi de suite. Le code VHDL, en bas à droite de la diapositive, montre comment on coderait la multiplication-accumulation pour que le synthétiseur la reconnaisse et l'instancie correctement dans une tranche DSP48E. Pour terminer,
Le décalage par un nombre constant de bits ne nécessite aucune logique, seulement une sélection de fils. Par contre, le décalage vers la gauche par un nombre arbitraire de bits n plus petit ou égal à 17 peut s'implémenter dans une tranche DSP48E en fixant une des entrées à 2 à la n. Donc en fait une multiplication par une puissance de 2, ça correspond à un décalage. Le décalage vers la droite peut aussi s'implémenter dans la tranche de type DSP48E et aussi par une multiplication. On va voir comment faire dans les exercices en classe. Le modulo et le redimensionnement, eux, ne nécessitent aucune logique, seulement une sélection de fils, un peu comme le décalage par un nombre constant de bits. Dans cette vidéo, on a fait un inventaire des ressources de calcul spécialisées disponibles sur la FPGA, particulièrement la propagation des retenues et les blocs DSP. On a vu aussi comment effectuer le processus de synthèse et d'implémentation d'opérations arithmétiques simples sur ces structures de calcul.